À Noël de l'année 1956, Jean Vincent Dunn et François-Henri vont se lancer dans l'ascension du plus haut sommet de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire le Mont Blanc. Malheureusement, leur périple va tourner au cauchemar et leur agonie sera suivie par la France entière. Pour tout savoir sur la triste histoire de Jean Vincent Dunn et François-Henri, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire française qui n'est pas une histoire de meurtre, d'enlèvement, etc. C'est plutôt une histoire d'un périple, comme j'avais traité l'histoire de Into the Wild avec cet homme qui était parti en Alaska. Ici, nous allons parler de deux amis qui vont décider d'escalader le Mont Blanc et qui vont ne pas avoir la chance de leur côté, je pense qu'on peut dire ça. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle juste de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon Utip si vous avez envie de faire un don. Et voilà, maintenant lançons-nous dans la vidéo. Alors, Jean Vincent Dunn et François-Henri sont deux amis qui rêvent de devenir alpinistes. Jean a 24 ans et il travaille pour devenir guide en montagne, alors que François, lui, il est étudiant en géologie et il a 22 ans. Depuis très longtemps, ensemble, ils suivent les exploits de divers alpinistes un peu partout dans le monde et plus ils les voient, plus ils les regardent, plus ils ont envie de eux aussi pouvoir escalader un sommet. Et un beau jour, les deux amis vont décider de se lancer et de partir à la conquête du sommet du Mont Blanc. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Mont Blanc c'est vraiment le point culminant de la chaîne des Alpes. C'est donc le plus grand sommet de l'Europe de l'Ouest et il a une altitude de 4809 mètres. Alors il faut savoir que ces deux amis, ils regardaient beaucoup d'alpinistes monter les plus grands sommets de l'Himalaya. C'est des grands périples qui durent vraiment beaucoup de jours, beaucoup plus de jours que pour escalader le Mont Blanc. Mais comme ils ont regardé ces alpinistes, ils vont décider de s'équiper comme eux. Donc on va en venir au jour où ils vont préparer leur matériel, sauf qu'ils vont prendre énormément de choses, beaucoup plus que ce qu'ils en ont vraiment besoin. Ils disaient par là qu'ils voulaient se protéger en cas de tempête, comme ça, en ayant beaucoup de matériel, ils étaient sûrs de pouvoir survivre. Yves Balluc, qui est un spécialiste et qui a vraiment été intéressé par cette affaire, écrira même plus tard: c'est là la grande erreur commise par les deux alpinistes en herbe, en envisageant cette ascension comme une course himalayenne, c'est-à-dire avec un équipement complet, donc très lourd, ils se sont épuisés. On se retrouve donc la veille de l'escapade. Jean et François vont aller dormir chez des amis à Chamonix, des amis qui sont aussi dans l'alpinisme. Ces amis avaient d'ailleurs escaladé le Mont Blanc peu de temps avant et ils avaient apporté avec eux le strict minimum. Donc là, ça les a directement choqués de voir qu'ils avaient apporté autant de matériel. En fait, l'ascension du Mont Blanc doit durer 2 ou 3 jours au plus, alors que là, ils étaient équipés comme pour une course qui allait durer des semaines. D'ailleurs, pour l'anecdote, un de leurs amis se rappelle leur avoir dit « Vous allez y laisser votre peau. Mettez-nous tout de suite sur votre testament, on se partagera votre matériel. Avec tout ce que vous emportez, on pourra monter une expédition himalayenne. » Malgré tout, ils ne vont pas partir moins chargés et le 22 décembre 1956, Jean et François vont se lancer dans leur course. Ils vont prendre le téléphérique et ils vont arriver au cœur de la Vallée Blanche qui se situe vraiment dans le massif du Mont Blanc. Normalement, la traversée de la Vallée Blanche se fait en ski, mais Jean et François ne savent pas bien skier, donc ils vont décider de marcher. Ça va pas mal les fatiguer. Ils ont quand même la neige jusqu'aux genoux et en plus, leur matériel est vraiment super lourd. Jean et François sont pas vraiment fiers d'eux, ils sont au courant qu'ils marchent lentement, qu'ils se fatiguent beaucoup. Par contre, à la fin de la première journée, ils vont quand même être très heureux parce que sur leur route, ils auront fait la connaissance de Walter Bonatti. Walter Bonatti, ils le connaissent bien. En fait, c'est un de leurs alpinistes favoris. Ils sont vraiment fans de lui. Il est italien. Et voilà, lui, il a déjà gravi des super sommets. Et donc, voilà, ils sont vraiment heureux de se retrouver avec cette personne, de lui avoir parlé, etc. Et Walter Bonatti, lui, escaladait lui aussi le Mont Blanc avec un élève. Il était aussi guide de montagne un peu. Et lui, il escaladait avec cet élève. Bon, après, ils vont s'arrêter un petit peu, ils vont discuter. Et puis,
Walter Bonatti et son élève et Jean et François vont poursuivre leur chemin séparément. Une autre journée va passer et on va se retrouver le 24 décembre 1956. Jean et François, ils n'ont pas dormi dehors évidemment, ils ont dormi dans des petites auberges, des petits refuges qu'il y avait sur la route. Les deux amis s'apprêtent à arriver bientôt au sommet de la montagne et ils vont passer par le perron de la Brenva, donc c'est un endroit où on va jusqu'au sommet. C'est pas un des endroits les plus compliqués, c'est adapté à leur niveau. Et donc, ils vont se préparer à y aller, sauf que là, il va y avoir des gros nuages assez menaçants qui vont arriver. Jean et François vont décider de rester prudents, ils vont se dire que c'est trop dangereux, que le temps se couvre, qu'il risque d'y avoir une tempête, et ils vont décider de redescendre pour aller retourner à Chamonix. Ils sont fiers d'eux, ils sont presque arrivés au sommet, mais ils ne veulent pas prendre trop de risques, donc ils décident de repartir. Le truc, c'est que en descendant, les deux amis vont retrouver l'alpiniste italien, leur idole, qui va leur dire « Vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque vraiment, ça sert à rien, vous avez déjà fait tout ça, vous n'allez pas retourner, venez, on remonte ensemble. » Donc là, c'est quand même un petit peu leur héros qui leur dit ça. En plus, ils se disent que ce sera génial parce que s'ils continuent le chemin avec cet alpiniste, ils passeront le réveillon ensemble au sommet et c'est juste... magnifique pour eux, donc ils vont accepter. Ensemble, ils vont continuer leur chemin, ils vont passer la nuit dans un refuge et le lendemain, ils vont se séparer parce qu'en fait, comme je le disais, il y a plusieurs chemins pour arriver au sommet. Bonatti, lui, il voulait passer par un chemin beaucoup plus compliqué alors que les deux amis devaient passer par la Brenva, comme je le disais tout à l'heure, qui était un peu plus simple. Ils ont préféré passer par là parce que c'était plus à leur niveau, donc ils se sont séparés. Bon, encore une fois, rien ne va se passer comme prévu. Une fois séparés, Jean et François vont se retrouver piégés dans une tempête et à ce moment-là, ils vont décider de passer la nuit dehors. Enfin, ils vont pas vraiment le décider, ils n'ont pas le choix, mais ils vont passer la nuit dehors et le pire, c'est que là où ils sont, il y a vraiment pas beaucoup d'espace et ils vont même pas pouvoir déployer leur tente. Heureusement, le lendemain matin, leur nouvel ami italien va venir à leur rescousse. Il va leur lancer une corde et donc grâce à la corde, ils vont pouvoir remonter. Là, ils vont réfléchir ensemble à que faire et l'alpiniste italien va tout simplement dire que vu les conditions, le plus sûr est encore d'aller jusqu'au sommet. À ce moment-là, Jean-François, l'alpiniste italien et son élève se lancent dans l'ascension, ils sont presque au sommet, ils veulent se dépêcher parce que la nuit va tomber à un moment donné et là ils peuvent pas se permettre de redormir dehors, donc le but est d'arriver au refuge avant qu'il fasse noir. Le truc c'est que Bonatti et son élève marchent assez vite, tandis que Jean et François sont beaucoup plus lents et d'ailleurs ils se fatiguent énormément à cause de leur matériel, c'est aussi pour ça qu'ils sont plus lents. Et à un moment donné, François va demander pour faire une pause. Mais Bonatti va fermement refuser parce que c'est trop dangereux tout simplement, il faut atteindre le refuge. Mais Jean va vraiment insister, lui de son côté, il va dire non, j'ai vraiment besoin d'une pause, surtout que faut quand même se rappeler que Jean, il a pour but d'être guide de montagne, il étudie pour ça, il travaille énormément pour ça, et c'est un petit peu... Voilà, ça me met mal à l'aise d'être fatigué comme ça parce que c'est censé être son métier, il devrait être comme Bonatti qui marche, qui sait ce qu'il fait, mais c'est pas le cas. Et il va se sentir un peu mal à l'aise, mais il a besoin d'une pause. François a besoin d'une pause, ils sont chargés, donc Jean va prendre les choses en main parce qu'en fait c'est à lui de prendre des choses en main et il va décider de réellement faire une pause. Alors Bonatti et son élève vont continuer à marcher, tandis que Jean et François vont respirer un peu, s'asseoir un petit peu pour récupérer des forces. Après leur pause, Jean et François n'en peuvent quand même toujours plus, ils sont vraiment à bout de force, ça les a beaucoup fatigués de dormir dehors tout simplement. Et là, Jean va décider de retourner vers la vallée, de faire le chemin inverse. Encore une fois, c'est un coup dur pour lui de ne pas avoir réussi à amener François jusqu'au sommet. Mais bon, ils sont vraiment tous les deux au bout de leur force, donc le plus raisonnable selon eux à ce moment-là est de retourner vers Chamonix. Mais là le problème c'est que les deux vont se perdre en essayant de redescendre et ils vont se retrouver piégés sur une vire de glace juste au-dessus du vide. Là ça va vraiment être très compliqué pour eux parce qu'ils peuvent plus continuer la descente, ils sont piégés, mais ils n'ont plus aucune force, ils arriveront absolument pas à remonter, ils sont vraiment piégés.
Le pire dans tout ça, c'est que c'est à cause de tout l'équipement qu'ils portaient qu'ils étaient fatigués et ils n'ont même pas pu l'utiliser. Toujours pour reciter Yves Palus, il écrira « Après la première nuit terrible de bivouac qu'ils ont passée la veille, durant laquelle ils n'ont pas pu sortir leur tente, ils se sont gelés les mains. Après ça, ils étaient incapables d'ouvrir leur sac et d'utiliser l'équipement qu'ils avaient emporté. » Donc là, il faut quand même se rendre compte qu'ils sont coincés à 4000 mètres d'altitude, sur la face nord de la montagne, à moins 30 degrés, et qu'ils n'ont pas vraiment de moyens de se réchauffer, de manger. Ils sont vraiment en survie totale. Heureusement pour eux, leur ami qui était resté à Chamonix va trouver ça bizarre qu'il soit toujours pas rentré et il va avoir la bonne idée d'aller prévenir la police. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, les secours en montagne sont assurés par des bénévoles qui travaillent seulement pendant l'été. Les guides, là, pour le moment, ils apprennent tout simplement à des touristes à skier. C'est ce qui leur apporte de l'argent parce que être sauveteur en montagne, en fait, ils sont bénévoles, donc ils gagnent rien. Et pour gagner un peu d'argent, ils apprennent à skier. Enfin, ils apprennent aux gens à skier. Mais là, personne ne veut vraiment s'aventurer jusque là-bas. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. C'est pour ça que d'ailleurs, aucun bénévole n'accepte de le faire l'hiver. Et ça va poser un premier problème. Et tout ça fait que même après avoir prévenu les gendarmes, personne, vraiment personne ne veut aller en montagne pour les secourir. C'est vraiment, vraiment trop dangereux. Claude Dufourmontel, qui est donc l'ami qui a prévenu les gendarmes, va trouver vraiment ça horrible que personne veuille aller secourir ses amis, qui sont toujours pas rentrés, c'est vraiment étrange, et il va décider d'y aller tout seul. Il va commencer à gravir le Mont Blanc, mais à un moment donné, il y a tellement de tempêtes, c'est impossible d'avancer, il n'y arrivera tout simplement pas et il va retourner sur ses pas. Finalement, le 27 décembre, donc 2 jours après que l'alerte a été lancée, on va enfin envoyer un hélicoptère survoler le Mont Blanc, mais malheureusement, ils ne verront rien et ils retourneront sur la terre ferme en disant qu'ils n'ont rien vu du tout. Mais heureusement, un des employés du téléphérique, à l'aide d'une longue vue, a repéré les deux amis et il a pu les localiser sur la face nord de la montagne et il a prévenu les gendarmes. Ils sont donc toujours en vie, on le sait, et cette histoire va devenir extrêmement médiatisée. Quasiment tout le monde en France saura que deux jeunes personnes, deux personnes dans la vingtaine, sont coincées sur le Mont Blanc en pleine tempête de neige. Le 28 décembre, donc le lendemain, un hélicoptère va de nouveau être envoyé. On pourra voir les deux alpinistes en train de secouer les mains pour faire signe à l'hélicoptère, dire qu'ils sont là. Mais malheureusement, à cause des conditions, l'hélicoptère ne pourra pas se poser et il repartira. Et tout simplement, on enverra des vivres aux deux jeunes qui sont coincés sur cette montagne pour qu'ils puissent manger et se réchauffer. En plus de ça, dans les vivres, il y aura un petit mot qui sera écrit par les autorités qui diront à François et Jean de remonter de 200 mètres parce que s'ils remontent, ils arriveront sur une sorte d'endroit un peu plus plat où l'hélicoptère pourra se poser. Et donc, ils vont recevoir ces vivres et lire ce mot. Ils ont eu beaucoup de chance de pouvoir lire ce mot parce qu'à cause de leurs mains vraiment glacées, ils n'ont pas pu accéder aux vivres qu'on leur avait envoyés. Donc, ils n'ont pas pu avoir le pain, ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils avaient envoyé pour qu'ils se réchauffent, tout simplement parce que leurs mains étaient trop engourdies. Par contre, ils ont quand même su lire le mot. Et là, ils ont pris leur dernière force et ils ont remonté de 200 mètres. L'affaire va être confiée à partir de là à un commandant de l'école militaire qui se situe juste à côté et c'est lui qui va être en charge de l'opération. Il va préparer l'hélicoptère pour le lendemain pour la mission de sauvetage. Le lendemain, on est donc le 29 décembre, mais ce jour-là, il fait encore très très mauvais. C'est très dangereux de faire voler un hélicoptère et le commandant va refuser que l'hélicoptère partent à la rescousse de Jean et François. Ça va être la même chose pendant 2 jours encore où les conditions météorologiques seront vraiment trop mauvaises pour faire décoller un hélicoptère. Sinon, un champion d'alpiniste, Lionel Terray, va lui voir ce qui se passe. Il va être totalement indigné que personne n'aille à la rescousse de Jean et François et il va décider de lui-même aller gravir le Mont Blanc pour aller à leur rescousse. Il va donc commencer son ascension, mais tout comme l'ami de Jean et François, il va se retrouver stoppé à cause des chutes de neige, à cause de la tempête, et il va juste pas pouvoir, il va devoir rebrousser chemin. À ce moment-là, l'affaire choque vraiment
toute la France. On décrit ce que les deux jeunes doivent ressentir, le froid, la faim, on décrit tout et vraiment ça va devenir quelque chose de suivi par tout le monde et tout le monde espère qu'ils vont s'en sortir et que bientôt on pourra envoyer un hélicoptère pour aller les sauver. Finalement, on va donc envoyer un hélicoptère et alors que l'hélicoptère essayait de se poser près de Jean et François, il va se crasher. Heureusement, tous les membres de l'équipage qui étaient dans l'hélicoptère vont survivre. L'hélicoptère va donc devenir une carcasse comme ça sur le Mont Blanc et ils vont aller chercher Jean et François. L'équipage va donc se retrouver face à Jean et François et ils vont vraiment être choqués de leur état. François a une partie du visage complètement noire qui a été nécrosée et Jean lui a les jambes dures comme du béton. En fait elles sont comme mortes. On devra sans doute lui couper les deux jambes. Ses jambes sont complètement gelées. Ils vont donc les ramener jusqu'à la carcasse d'hélicoptère. Ils vont les laisser dedans et là ils sont tous les deux presque à mourir, ils sont vraiment dans un sale état. Par contre, ils vont être vraiment heureux, ça va être un état d'euphorie pour eux parce qu'ils se pensent vraiment sauvés. Jean, lui, est vraiment content, il va même faire une déclaration à François en lui disant que c'est grâce à lui qu'il est toujours en vie. Et François, de son côté, lui, il se rend pas vraiment compte de son état catastrophique, il est juste content, il est sauvé, mais il est vraiment dans un autre monde. Et à ce moment-là, Jean va s'endormir et François, lui, va rester là. Il va pas encore s'endormir et puis les secours vont partir en leur promettant de venir les sauver le lendemain. Malheureusement, le commandant en chef de l'opération va ne pas tenir la promesse que l'équipage avait fait à Jean et François et il va décider que de toute manière, ils sont presque morts, qu'ils vont sans doute pas survivre la nuit. Ils vont dire que Jean est sans doute mort en dormant et pour ce qui est de François, on aurait dû lui couper les deux jambes de toute manière et qu'il ne voulait pas récupérer un homme tronc. C'est vraiment horrible. Mais là, imaginez juste la réaction des parents qui vont apprendre que l'opération est stoppée et qu'on va juste pas venir en aide à leur enfant. C'est atroce. Les parents de François vont être les premiers à être au courant de la nouvelle et le papa de François va vraiment faire un scandale et on va le remettre à sa place de manière très brusque, ce qui va vraiment être très difficile pour lui et pour toute sa famille. Pour ce qui est des parents de Jean, eux, ils vont pas être mis au courant que l'opération a été abandonnée, ils vont juste espérer. Jean est leur fils unique et donc vraiment ils attendent, ils vont voir l'hélicoptère arriver avec tous les membres de l'équipage. Ils vont tous les regarder passer et après ils verront pas leur fils en fait, ils verront ni Jean ni François, ils vont demander où ils sont et c'est là qu'on va leur annoncer la nouvelle. Finalement c'est le 3 janvier 1957 que le commandant de l'opération va donner autorisation qu'un hélicoptère survole la zone du Mont Blanc où Jean et François étaient, mais malheureusement il n'y aura aucun signe de vie et donc il dira ça sert à rien d'y retourner, de toute façon ils sont décédés. 2 mois plus tard, on va envoyer des gens récupérer les corps des victimes. Et là, c'est vraiment horrible parce qu'on va se rendre compte que Jean, de son côté, il est décédé en dormant. Effectivement, quand les gens de sauvetage étaient venus et repartis. Et pour ce qui est de François, on va se rendre compte qu'il était resté vivant plus longtemps que Jean. Et le 3 janvier, quand l'hélicoptère était venu survoler pour voir s'ils étaient vivants, en fait, on va se rendre compte que François était toujours vivant à ce moment-là. On va se rendre compte qu'il avait essayé de sortir de l'hélicoptère pour aller se montrer, mais il est mort en essayant de sortir de l'hélicoptère. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire vraiment très très triste. Pour eux, pour leur agonie, pour les parents. L'opération a été extrêmement mal gérée, je trouve. C'est vraiment atroce. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. De me dire en commentaire vos impressions, ce que ça vous a fait, ce que vous en pensez, etc. J'aime beaucoup vous lire tant que c'est fait dans le respect de l'autre. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt, en tout cas pour une nouvelle vidéo. Bye!